Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur un nouveau live de Ressia. Je suis accompagnée aujourd'hui par Audrey Ginesti, que je vais laisser présenter. Pour introduire le sujet, aujourd'hui, nous allons donc parler de la création des équipes performantes grâce à la psychologie. Alors, psychologie scientifique, Audrey reviendra sur ces termes-là. Audrey donc Ginesti qui est psychologue spécialisée donc dans les relations interpersonnelles et les sciences comportementales. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on passe 1/2 heure ensemble à échanger donc sur cette grande thématique. Et puis après, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez en direct, à poser vos questions dans le chat. On va plutôt les traiter en fin de live, mais on a aussi, nous, des interactions à voir avec vous pour vous demander votre avis. Donc, n'hésitez pas à participer. Voilà. Audrey, je vais vous laisser vous présenter. Hop, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes? Eh bien, avec plaisir. Donc, je m'appelle Audrey Ginisti. Comme vous l'avez dit, voilà, je suis psychologue de formation. Mon travail aujourd'hui, en fait, c'est d'accompagner les entreprises à créer des équipes performantes et épanouies. Alors, comment je fais ça? Eh bien, grâce à la psychologie, grâce aux neurosciences, en tout cas à toutes les découvertes qu'on a obtenues ces 20 dernières années. Donc voilà, je fais des conférences, des formations en leadership, donc tout ce qui va être de l'ordre des relations professionnelles, comment créer une bonne cohésion d'équipe avec la psychologie. Je suis également spécialisée en psychologie de la personnalité, psychologie comportementale, donc ça, on pourrait venir peut-être un peu plus tard aussi Mmh. pour, dans le live. Et j'ai créé en 2017 une chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle et qui a pour vocation de partager dans des vidéos courtes, d'expliquer en fait pourquoi les gens se comportent comme ils le font, parce que c'est pas toujours évident à comprendre, avec un aspect un peu ludique. Voilà, j'avais fait notamment une vidéo aussi avec Arte sur comment les astronautes gèrent les conflits dans l'espace. Voilà, pour Et la oui, parce petite que ça reste des présentation. humains, donc ils peuvent Ce avoir sont des des humains. conflits. Voilà, en entreprise, Voilà, mais pas que, les conflits évidemment. tout à fait. Heu, merci de prendre du temps avec nous. Ma 1re question, c'est, de savoir, en fait, quel est le rapport direct entre la psychologie, donc scientifique, on pourra revenir dessus, et la gestion d'équipe? Comment les 2 sujets, ces Mmh mh. 2 grandes thématiques peuvent se croiser? Et alors c'est tout l'objet de votre travail, donc j'imagine que vous allez nous expliquer ça. Tout à fait. Effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent, mais en fait, finalement, quel est le rapport entre la psychologie et la gestion d'équipe? Ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie, c'est une science qui va étudier les comportements humains. Et donc, a priori, si vous gérez une équipe, si vous travaillez en entreprise, vous travaillez avec des humains. Alors, probablement de plus en plus avec des IA, mais dans les interactions sociales, ça reste quand même le facteur humain qui est au cœur de la cohésion, de la motivation, etc. Et donc, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui motive les êtres humains à venir travailler, à performer, à rejoindre votre entreprise, à collaborer ensemble. En fait, tout ça, ce sont vraiment des enjeux psychologiques. Et donc, la psychologie, ce qu'elle a de génial, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, elle va creuser tout ça, donc à travers des expériences scientifiques. Et ce qu'on sait, enfin, en tout cas, ce qui est assez fou, c'est que depuis, on va dire, ces 20 dernières années, en fait, on en sait beaucoup plus sur le cerveau humain, sur les comportements humains, que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est grâce à la psychologie et aux neurosciences. Donc elles nous ont beaucoup, beaucoup apporté, on va dire là, depuis ces dernières années. Donc mon travail aussi, c'est de prendre toutes ces connaissances scientifiques, qui sont un petit peu Mmh. compliquées, et de les transformer en outils actionnables pour les entreprises, et notamment dans la gestion d'équipe, dans les relations. Du coup, c'est nous acculturer à tous ces résultats de recherche, donc énormément progressé, ce que vous nous dites ces dernières années, pour pouvoir s'en servir au quotidien en tant que manager, alors peut-être pas que, aussi même en tant que collaborateur, hein, Tout à fait. parce que j'imagine qu'il y a évidemment des enjeux quand on est manager, mais dans tous les cas, on a interaction avec ses collègues aussi, donc ça peut servir à tous. Très chouette. Alors Audrey, je crois que vous avez des petits tests à nous faire faire. Alors, je ne sais pas si vous vouliez parler avant on commence par la petite expérience dont on avait parlé? Allez, parce que en fait, c'est une expérience que tout à chacun on peut réaliser et Mmh. ce qu'on essayait de voir ensemble, c'est
quels sont les leviers finalement d'engagement dans les équipes et pour les collaborateurs. Et en fait, il y a des fois un décalage entre ce qu'on nous apprend en management et puis ce que vous nous dites des expériences scientifiques, donc prouvées, qui en fait nous posent certaines bases qui sont peut-être communes à tous. Mais on peut avoir des a priori. Voilà, c'est ce que j'ai compris de nos échanges. Alors, je veux bien qu'on essaie de se tester ensemble pour voir, à votre avis, quels sont les moteurs d'engagement dans une équipe. Alors, je ne sais pas si au niveau des slides, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez à l'écran, comme ça je vais commenter. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on voit tous le test d'expérience sur la motivation et la productivité? Alors, est-ce que vous voulez la lancer? Oui, parce que vous connaissez bien mieux que moi. Alors, c'est vrai que l'idée qu'on a habituellement, c'est effectivement de motiver les collaborateurs, soit par un salaire attractif, on va dire, quand on est en période de recrutement, soit par des primes pour augmenter la performance, augmenter la productivité. Alors, nos chers chercheurs psychologues se sont posé la question, mais est-ce que vraiment l'argent motive et génère de la performance? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans une petite entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Intel. Et dans cette entreprise, ils se sont dit, bon, on va tester un petit peu différents facteurs de motivation. Donc, ils ont divisé le groupe en 3 sous-groupes. Dans le premier sous-groupe, on leur a dit, vous voyez, si vous atteignez ces objectifs à la fin de la semaine, vous aurez le droit à une pizza. En tout cas, un ticket, voilà, un bon pour acheter une pizza que vous pourrez savourer, partager avec votre famille. Pour l'équipe, enfin le groupe numéro 2, on leur a dit, vous, si vous atteignez vos résultats, vous aurez droit à un petit mot, en tout cas aux éloges du patron. Donc, c'est quand même sympa aussi. Et dernier groupe, eux, on leur a proposé une prime, un bonus financier. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, quelle récompense a été la plus efficace? Quelle récompense a permis de performer? Est-ce que c'est la pizza, les éloges ou la prime? Donc, la A, la B ou la C? Vous pouvez répondre avec une lettre. Alors, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez écrire la lettre qui correspond à votre avis, à ce qui a le plus fonctionné en termes de motivation et de productivité sur l'expérience dont a parlé aujourd'hui Audrey. Alors, quels sont les résultats qui s'affichent? Spontanément, voilà ce qui vous vient. Sachant que c'est une expérience qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Dan Ariely. Donc, il a mené plein de recherches sur le sujet. Là, je vous en présente une seule parce que je la trouve assez parlante et assez amusante. Alors, il faut savoir qu'on a un tout petit décalage qui est normal, qui est dû au live LinkedIn. Donc, on doit vous laisser quand même écrire votre réponse. On a 30 secondes, donc on parle, mais on attend vos retours. Est-ce qu'on a des premiers résultats qui s'affichent? Qu'est-ce qui vient? Alors, je regarde tout de suite vos réponses. Qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête? Donc, le but, c'est effectivement d'avoir une meilleure performance, une meilleure productivité. Donc, ce grand professeur Ariely est allé directement en entreprise pour tester tout ça. Il n'est pas resté enfermé dans son petit laboratoire, il va sur le terrain. Alors, on a beaucoup de B. Donc, les éloges du patron parlent. On a un peu de C et on n'a pas de A. La pizza n'a pas de succès. Pas de succès. pas trop c'est de dommage. Succès. Voilà, donc on est plutôt parti sur les éloges. B, C, ouais, voilà. Ok, si on devait me faire un petit condensé, on partirait plutôt sur ça. Alors, on espère que tous et toutes, vous avez eu le temps d'écrire vos réponses, je pense, normalement. Je donne la réponse, du coup, les résultats de l'expérience. Je dévoile. Alors, quels sont... Allez, dites-nous tout, Audrey. Donc, spontanément, voilà, effectivement, on pourrait croire que, puisque l'argent, c'est le levier quand même qu'on active le plus fréquemment, ce serait la réponse C, le bonus financier qui permet aux gens d'être un peu plus productifs. La réalité, non, c'est pas celle-ci. Donc, bravo aux personnes qui ont répondu B. B est très, très proche, mais en réalité, le premier sur le podium, c'est la réponse A. C'est la pizza. C'est-à-dire le étonnant. Oui. C'est parce qu'on a eu que... Voilà, on a eu maximum de B, à peu près égalité avec le C, et 2 A finalement. Donc vraiment, d'instinct, on ne pense pas ça. Alors pourquoi le A? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens veulent manger des pizzas? Contre-intuitif, voilà. Donc le A et le B sont quand même très proches dans l'expérience. Le A est un peu au-dessus, le B vient juste après, et le C en dernier.
vraiment loin, loin en dernier, et on y reviendra un peu après. D'ailleurs, donc la question qu'on pourrait se poser, mais c'est finalement, voilà, nous, on pense que un être humain, c'est motivé par l'argent, puisque c'est un être rationnel, donc il travaille contre une récompense financière. Eh bien non. Et là, je pense que vous l'avez pressenti, pourquoi le B et le A aussi peuvent être des récompenses plus stimulantes. C'est parce qu'en fait, derrière, il y a cette notion de reconnaissance. Donc en fait, ce qui se joue au niveau psychologique, de manière inconsciente même, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. C'est que derrière, en fait, l'histoire de la pizza, il y a la personne qui va rentrer chez elle et qui va montrer à sa famille, regardez, j'ai bien bossé, du coup, je peux partager une pizza avec vous. Les éloges du patron, c'est aussi de la reconnaissance sociale, et on sait qu'elle a un impact beaucoup plus fort aujourd'hui que le simple levier financier. Le problème du levier financier, comme cette expérience l'a démontré, peut-être que vous l'avez vécu et ressenti aussi dans votre entreprise, il fonctionne à court terme sur des petites choses. Voilà. Oui. Sur du long terme, là en l'occurrence dans l'expérience, on a laissé un petit peu les choses continuer quelques semaines. Et bien en fait, les résultats de ce groupe qui avait un bonus financier ont baissé. C'est-à-dire qu'ils étaient moins productifs que quand on ne leur donnait pas d'argent. Et oui. De bonus. Ok. Et oui, parce qu'en Et fait, oui, ça peut avoir un effet pervers, lui, derrière. donc Ok, là, c'est un d'accord. effet complètement contre-productif. Donc, ce Et qu'on oui. sait aujourd'hui, c'est que la reconnaissance sociale, donc je vous le disais, il y a plusieurs expériences qui le montrent, aujourd'hui, est un vrai facteur de motivation. C'est pas juste un truc en plus qui est sympa, c'est un des piliers de la motivation au travail. Et d'ailleurs, vous nous en avez partagé plusieurs, donc on le voit dans cette série. Donc la reconnaissance en est un, Oui, mais il n'est pas le seul, évidemment. c'est ça. 3 autres complètent ces piliers d'engagement, donc le sens, le sentiment d'appartenance et l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc ça, ces 4 piliers, ils viennent pas de l'intuition ou de tiens, ça a l'air sympa de les activer. Non, en fait, ils viennent de centaines de recherches qui ont été faites en psychologie et en neurosciences. Alors, le sens, c'est assez, j'ai envie de dire, facile à comprendre parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On voit depuis, on va dire, le Covid, tout ce qu'on a vécu, beaucoup de perte de sens, de besoin en fait d'avoir un travail qui va au-delà d'une simple rémunération et au-delà on va dire, de tâches qu'on doit exécuter. Et juste pour partager une anecdote récente, là, j'ai un client en fait qui travaille dans un très grand groupe, qui avait un stagiaire, et à l'issue du stage, il lui a proposé un poste très bien rémunéré. Mais ce stagiaire, qu'est-ce qu'il a préféré, enfin qui était diplômé après, il a préféré partir travailler avec une start-up dans laquelle il était payé 2 fois moins. Donc c'est dire. Pourquoi? En fait, parce qu'effectivement, il y a cette question de sens. Pour lui, c'était une start-up avec des projets plutôt écolos, voilà, qui lui parlaient. Et il avait besoin de s'engager dans quelque chose qui avait beaucoup de portée pour lui. Et pardon, Oui, excusez-moi de vous couper. Et du coup, est-ce que vas-y. cette recherche de chance est différente en fonction des générations ou c'est un pilier commun à tous, sans forcément de variables à l'intérieur au niveau des générations? Ouais, c'est une très bonne question. Donc ces 4 piliers, ce sont vraiment des facteurs communs à tous les êtres humains. Ce qui peut être quand même un sacré avantage quand on sait qu'aujourd'hui, voilà, avec la différence de génération, c'est pas évident, c'est un peu compliqué, mais tout le monde a besoin de sens, de sentiment d'appartenance, d'autonomie et de reconnaissance. Donc ça, c'est l'avantage. À un niveau peut-être différent pour chaque personne, mais en tout cas, ce que vous savez, c'est que si vous les activez, vous allez avoir des collaborateurs qui vont être plus engagés, plus investis, qui vont prendre plus d'initiatives, globalement. Très bien. Donc la quête de sens, on voit à peu près. Voilà. Sentiment d'appartenance, comment on peut travailler ce sentiment d'appartenance quand on est par exemple manager? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos équipes pour qu'ils se sentent embarqués sur ce terrain-là? C'est ça. Donc le but, en fait, là, ici, c'est de se dire, OK, en fait, il n'y a pas juste la tâche qui compte, la mission qui compte, il y a aussi le fait de se sentir connecté à son équipe, de se sentir appartenir à son équipe. Donc ça, effectivement, le manager, il a un gros rôle à jouer à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, chaque collaborateur est un humain. Et ce qu'on a découvert, c'est que les humains ont un cerveau qui est câblé pour se connecter aux autres. Nous sommes des êtres sociaux. Alors, on le savait intuitivement. Maintenant, on le sait grâce aux neurosciences encore plus. On ne va pas tout déployer parce que ça risque d'être un peu long, mais en tout cas, c'est prouvé que aujourd'hui, si vous avez un collaborateur qui ne se sent pas appartenir à l'équipe, en fait, ça va activer les mêmes zones du cerveau qui crée une douleur physique. Donc, se sentir rejeté socialement, pas intégrer une équipe, c'est vécu comme une douleur physique. Donc, c'est dire si c'est un enjeu important. Donc, ça se joue, ça se joue
aussi beaucoup dans les interactions informelles. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, voilà, ayez une machine à café dans votre entreprise. Alors, on n'est pas obligé d'inciter à faire des pauses toutes les 5 minutes, mais c'est souvent là que se jouent aussi des liens. On a besoin de créer, en fait, voilà, une proximité, on va dire, avec ses collègues, etc. Finalement, les pauses café font de l'engagement, c'est beau. Ben voilà, hein, c'est ça. Faites des pauses café. L'autonomie aussi, le troisième pilier très important. Donc, tout ça issu de recherche. Hein. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'être humain a un besoin de contrôle. Mais tous, on est pareil, hein, on a besoin de liberté. Et que quand on donne le choix à des personnes, donc ça, il y a plein d'expériences qui le montrent, même des choix très simples. Je vais vous donner un exemple basique. Hein. J'ai une cliente, elle a proposé à son équipe, elle veut changer les locaux, elle veut changer un petit peu la décoration des bureaux. Eh bien, au lieu de décréter le nouveau style, l'ambiance, etc. des bureaux, elle est allée solliciter en fait l'avis de ses collaboratrices pour la décoration, la disposition des bureaux, etc. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est pas du tout anodin. En fait, elle est en train de leur dire votre point de vue a de l'importance. Ouais. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui va être de l'ordre de quelle marge de manœuvre, même minime, je peux laisser à mes équipes. Oui, ça peut être. Et qui n'est pas que sur leurs tâches précises, ça peut être aussi sur le contexte que vous me disiez. Enfin, si on ne voit pas comment laisser plus d'autonomie sur le métier, il y a peut-être aussi d'autres choses à venir chercher autour, quoi. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment sur la méthode. Alors après, il y a des process, etc. à suivre, mais parfois on peut dire, voilà, le résultat, c'est qu'aujourd'hui ou à la fin de la semaine, on atteigne tel objectif. Tu choisis la méthode que tu veux, mais en tout cas, moi, je veux ça à la fin, tel objectif. Vous voyez, je pense aux commerciaux, par exemple, qui ont souvent quand même une certaine marge de manœuvre. Donc, c'est vraiment garder en tête cette idée que l'être humain a besoin d'une certaine marge d'autonomie, marge de manœuvre pour être motivé et impliqué. Tout à fait. Donc, sens, trouver du sens, sentiment d'appartenance, autonomie, et puis on revient sur notre quatrième pilier de la reconnaissance qu'on a travaillé tout à l'heure. En pratique, la reconnaissance, on l'a vu par quoi ça peut passer, mais il y a d'autres choses qu'on voulait un petit peu mettre en avant aujourd'hui sur comment favoriser cette reconnaissance au travail pour partager aussi un peu des tips, parce que finalement, ceux qui nous écoutent sont dans le pratique, sont sur place en train de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour travailler cette reconnaissance avec leurs équipes ? Alors, souvent, on peut partir dans des choses très compliquées, etc. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a 3 choses simples et basiques qu'on peut tous mettre en place. La première, c'est de faire des retours spécifiques. Ça veut dire quoi ? Alors, pourquoi on a précisé spécifique ? Parce que habituellement, on peut avoir tendance à faire des retours un petit peu généraux. Type bravo pour ton travail, bien joué, c'était super. Enfin, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est quoi la différence avec un retour spécifique ? C'est que plus vous allez être précis dans le retour effectivement que vous allez faire à votre collaborateur, plus ce retour va paraître sincère. Exemple, bravo Pierre pour ton travail. C'est pas la même chose que de dire, écoute, je te remercie Pierre, tu es resté plus longtemps la semaine dernière. En tout cas, j'ai vu que tu t'étais vraiment acharné à terminer cette tâche-là ou ce projet-là dans les temps. Je te remercie parce que ça a permis de faire avancer tout le projet. Vous voyez, c'est dire quelque chose qu'on ne peut pas dire à un autre collaborateur. C'est vraiment spécifique à cette personne-là avec des exemples précis. Et oui, du coup, la personne a compris vraiment l'apport de son collaborateur, il va lui verbaliser. Ok. C'est ça. Et donc, en gros, vous lui dites, tu es sur la bonne voie quand tu fais ça. Donc, c'est aussi un facteur de motivation qui continue. Et voilà. Et donc, tout ce qui est considéré aussi comme plus sincère. Donc, le double enjeu, je dirais, c'est que vous allez créer une connexion avec cette personne beaucoup plus forte. Donc, il aura plus envie de vous suivre, ou en tout cas, plus envie de s'impliquer avec vous quand vous lui faites ce retour-là. Ça rejoint un peu ce que chez nous, on appelle la culture du feedback, c'est-à-dire savoir faire des retours constructifs. Et là, donc, ce que vous êtes en train de nous spécifier, c'est que justement, il faut que le retour soit précis pour avoir un impact réel. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est le premier levier qu'on peut activer assez facilement. Le deuxième, montrer l'impact du travail réalisé. Et oui. Qu'est-ce que ça a apporté finalement ? Donc, c'est la question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que mes collaborateurs, mon équipe, savent quel impact leurs actions, leurs tâches a dans la réalité, dans le vrai monde ? Alors, je vous donne un exemple très simple. J'ai un client, lui, qui travaille dans le BTP. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il rénove des maisons. Et donc, habituellement, en fait, il avait tendance à
prendre des photos et montrer le avant-après. Donc, ils faisaient des petites réunions d'équipe assez sympas tous les trimestres, je crois. Donc, ils montraient les photos avant-après. Ça permet déjà de voir l'impact du travail réalisé, la finalité en fait de ce Ouais, c'est travail-là. ça. Mais mieux encore, moi, je lui ai soufflé discrètement de filmer ses clients, donc notamment les clients satisfaits en l'occurrence, pour avoir juste un Évidemment. petit feedback. Donc, il prenait son téléphone, son smartphone, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle maison, de cette nouvelle rénovation, etc. Il avait le feedback vidéo de ses clients et ça, il le passait pendant les réunions trimestrielles, ce qui avait un impact émotionnel très fort. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose de voir une maison réalisée que de voir, ah tiens, en fait, finalement, moi, je participe à ça, au bien-être de cette famille qui va pouvoir se projeter, vivre des moments heureux dans cette maison, etc. Donc, c'est ça, en fait, montrer la finalité et l'impact de ce que vous faites. Vous n'êtes pas juste des personnes qui repeignaient des murs ou, Ouais, ou ouais, montaient qu'il y a des un briques. projet global auquel on participe, Voilà, c'est pour ça. d'autres êtres humains évidemment, en Donc, il y plus a une ça notion rajoute. de... C'est ça. Il y a une notion de sens même derrière. Voilà, on a le double effet positif qui est là. Parfait. Et alors 3e levier qui est aussi important. Célébrer les succès, alors individuels et collectifs. Donc Mmh. ça peut rejoindre un petit peu le premier avec faire un feedback, donc c'est-à-dire mettre le doigt et faire un C'est retour positif à mmh une personne qui a bien réussi un projet ou autre. C'est important pour le ritualiser aussi, parce que là aussi on va pouvoir jouer sur ce sentiment d'appartenance et de cohésion d'équipe. Mais peut-être là où je rajouterai un point supplémentaire de quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier de faire, pardon, c'est qu'il ne faut pas valoriser que les succès. Il faut valoriser aussi l'effort fourni. Parce que parfois, le OK. résultat n'est pas toujours dépendant de la personne. C'est dépendant de la conjoncture actuelle. S'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Donc là, je pense notamment aussi à des entreprises que j'accompagne qui sont plutôt dans le monde scientifique et qui vont des fois mener beaucoup d'expériences, mais le résultat des expériences, c'est Eh pas oui, oui, bien toujours un sûr. succès. Enfin, quand on Mmh. crée je sais pas, un cosmétique, par exemple, voilà, il y a besoin quand même de beaucoup d'essais avant d'arriver au produit qu'on cherche à commercialiser. Donc, c'est important aussi de pointer du doigt, de manière positive évidemment, les efforts fournis de manière individuelle ou collective. Parfait. Donc, Très clair. Donc si on c'est a bon. ces 3 pans-là, on vient travailler directement la reconnaissance de ces équipes. Et alors malgré tout, si on sent qu'il y a un blocage, qu'on met ces actions en place, mais on n'arrive pas vraiment à mobiliser, je ne sais pas si on a l'impression que les collaborateurs ne proposent pas de nouvelles idées quand on fait des réunions, où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui peut se jouer et comment on peut arriver à dépasser ce blocage-là? Mmh. Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. La première chose qu'on peut, enfin, la première question qu'on peut se poser, c'est déjà, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon équipe, si je prends le cas par exemple des réunions, hein, moi c'est un retour que j'ai souvent de la part des clients, c'est voilà, j'ai l'impression que mon équipe n'est pas assez proactive, pas assez investie, en Mmh. réunion, ne propose pas assez de nouvelles idées, etc. C'est est-ce que mon équipe se sent assez en confiance pour s'exposer, pour partager des idées, faire des propositions, même poser des questions. Et derrière tout ça, en fait, il y a un besoin, qui est ce besoin de confiance, évidemment, que la psychologie a beaucoup étudié. Il y a notamment une chercheuse qui s'appelle Amy Edson, qui a conceptualisé tout ça sous le terme de sécurité psychologique. Donc, c'est très lié, en fait, au monde du travail. La sécurité psychologique, c'est quoi? C'est, est-ce que je me sens suffisamment en confiance? Est-ce que je me sens suffisamment à l'aise avec mon équipe, mon manager, pour lui parler sincèrement? Donc, poser des questions, faire des propositions, etc. Est-ce que je n'ai pas peur d'avoir des représailles ou d'être jugée? Parce qu'en fait, on le sait, chaque humain, en réalité, a un besoin de validation sociale. Si on ne se sent pas en sécurité, on ne va pas partager nos idées ou nos points de vue. Il y a moins de Eh chances, oui, en tout cas. clairement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette chercheuse-là, elle est allée mener elle a fait pas mal d'études, dont Mmh. une dans les hôpitaux. Et ça lui a permis de découvrir qu'en fait, la sécurité psychologique, c'est un des ingrédients qui différencie les équipes performantes des autres. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu, elle, dans son expérience? C'est que dans les hôpitaux, les équipes soignantes les plus performantes, si je puis dire, en tout cas qui se remettaient en question, qui amélioraient leurs pratiques, étaient celles où il y avait de la sécurité psychologique. Et en fait, c'était celles où ils admettaient leurs erreurs. Donc, c'est très contre-intuitif aussi. On se dit, voilà, il y a beaucoup d'erreurs dans cette équipe. Non, c'est pas qu'il n'y a pas plus d'erreurs. Plus C'est d'erreurs juste, parce qu'on les verbalise en fait, c'est pas c'est juste qu'on les verbalise ouais. et que du coup, il y a une culture, si vous voulez, souvent comment dire, du débrief, de voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, etc. Parce Ouais, que ce qui tout le permet monde, d'éviter de recommencer les mêmes erreurs vu qu'on les c'est traite ça. ensemble. Ouais.
Et donc forcément, naturellement, on va améliorer la performance, etc., à tous les niveaux, et la cohésion d'équipe. Donc ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et Et c'est peut-être, aussi en lien avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, pouvoir parler de ses erreurs et ne pas avoir, peur, de les verbaliser, fait que ce climat de confiance et peut faire, peut permettre au manager de partager en reconnaissance même ces erreurs-là, ces tests-là, en fait. Ils font partie de l'apprentissage. Donc en mmh fait, mh. on travaille plusieurs leviers à la fois, finalement. Tout à fait. Donc la sécurité psychologique, c'est vraiment, alors ça fait très, santé mentale, mais pas du tout. C'est vraiment dans le champ là du monde du D'accord. travail. C'est, voilà, le climat de confiance qu'on peut créer. Et puis finalement, la santé Et mentale au travail, c'est important aussi. J'imagine que pour une équipe performante, il faut une équipe qui, a à peu près une santé mentale et qui va bien. oui, tout à fait. C'est pas un gros mot non plus. Non, non. Non, mais de comprendre que voilà, c'est pas juste, si vous voulez, un petit Oui. pan comme ça. C'est pas Mmh. bonus, c'est pas accessoire, c'est pas juste, risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus d'améliorer le bien-être, ça améliore aussi vraiment, dans la réalité, la performance. Mmh. Très chouette. Bah, très bien, merci beaucoup. Je vois que l'air, tourne malheureusement Oui. parce que je sais Audrey que, vous pourriez nous en parler pendant des heures et c'est d'ailleurs ce que vous faites sur votre profil LinkedIn donc j'invite nos auditeurs, nos auditrices d'aujourd'hui à vous suivre aussi sur LinkedIn parce que, vous essayez de vous acculturer à ces grands sujets sur vos posts donc je profite pour vous remercier à titre personnel. C'est très sympathique de vous suivre et on apprend plein de choses donc je me permets de faire votre pub. Merci, c'est gentil. J'en profite aussi pour dire, aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions en direct à poser, à Audrey, c'est le moment. Bien sûr, on pourra aussi répondre, dans les commentaires à l'issue de ce live, mais l'idée aussi, c'est qu'on échange. Alors, si vous avez des questions sur les leviers, les 4 leviers Mmh. qu'on a vus, aujourd'hui ensemble, sur la ce qui voilà, les études qui ont été faites dessus, si vous avez des questions sur, comment en pratique, vous pouvez essayer de les activer. Si vous avez aussi des retours d'expérience, parce qu'on sait aussi on peut être manager, mais on est aussi très souvent, même encore plus, managé. Donc on a peut-être aussi des retours, d'expérience, de choses qui ont été vécues positivement, parce qu'il y a aussi plein de choses qui ont été faites, positives et qu'on a envie de partager ou qui n'ont pas fonctionné chez vous, n'hésitez pas. On est aussi là pour échanger avec vous. Donc on vous laisse, un petit temps pour écrire, parce qu'on sait qu'on est encore une fois en différé un petit peu de quelques secondes et qu'il faut écrire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on vous lit. Je vais les prendre là-dessus, hop. Alors est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent ou même des commentaires, hein, si vous avez quelque chose à nous faire passer comme message, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Hop, je vais me rendre dessus. Est-ce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont plutôt proposer des pizzas que des bonus financiers? Je ne sais pas. Hop, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui pop moi, de mon côté? Je me connecte sur vos commentaires. Alors, je regarde avec vous. Hop. Alors, quels sont les principaux leviers psychologiques pour motiver une équipe sur le long terme? Alors, je pense que c'est le long terme qui Ah fait réfléchir, ben, parce qu'on a vu que le levier de l'argent, ça avait des effets, peut-être sur le coup, mais à long terme, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas mmh que mh, mmh. capitaliser là-dessus. Donc sur le long terme, on Mmh va mh. peut-être revenir sur le sujet. Est-ce qu'il y a des initiatives, qui, sur le long terme, sont plus porteuses, on va dire? Donc là, c'est vraiment les 4 leviers de l'engagement qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est sur le long terme. Donc c'est le sens, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance, l'autonomie. Donc en gros, le sens, ça peut se matérialiser, si je puis dire, par rappeler quelle est la mission de la personne, quel est son rôle et pas juste les tâches qu'elle doit exécuter. Qu'est-ce qu'on fait Mmh. là? Pourquoi notre entreprise, elle travaille en fait? Pour quelle cause même, j'ai envie de dire? À quoi vous œuvrez au-delà des tâches ou des missions que vous faites? Donc reconnecter la personne à ça. La reconnaissance, donc c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre beaucoup du feedback, etc.
Donc la reconnaissance sociale aussi, comme on disait, qui peut passer par les compliments du chef, mais pas que. Ça peut être aussi, voilà, célébrer des moments d'équipe avec des pizzas ou autre. Le sentiment d'appartenance, c'est vraiment faire en sorte que chaque collaborateur se sente connecté les uns aux autres. Parfois, souvent, enfin, je le dis pour le onboarding notamment, quand on intègre des nouveaux collaborateurs, on a souvent l'impression que ils vont s'intégrer tout seuls. Ah, Ils vont c'est faire justement une le. des questions qu'on a, c'est surtout sur la dynamique efficace dès le début d'un projet de mise en place d'équipe. Qu'est-ce qu'on peut, effectivement, il y a sur le long terme, mais quand les collaborateurs arrivent ou qu'on reprend une équipe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place assez rapidement? Donc côté manager, hein. Alors, côté manager, ouais, plutôt. Si C'est ça, hein, d'accord. Oui, tout à Ouais. fait. Donc l'idée, ça va être, on peut reprendre ces 4 piliers-là, en fait. On peut vraiment, un par un les reprendre. Donc l'idée, étant, alors ça, c'est le conseil basique, hein, mais c'est d'aller voir chaque collaborateur individuellement pour un petit peu sonder, j'ai envie de dire, savoir où ils en sont. Où est-ce qu'ils en sont de la mission, quel est le sens, quel est leur degré d'implication, on va dire, au travail, comment ils se sentent dans l'équipe, et cetera. Donc plutôt aller poser des questions pour récupérer des informations, des données, de la data, si je puis dire, et ensuite mesurer, tiens, j'ai eu beaucoup à l'oreille les conflits d'équipe, c'est peut-être de ce côté-là que je vais travailler en priorité, parce qu'on ne peut pas tout faire, on sait qu'en plus il y a plein de. Et oui, bien sûr. Mais du coup, d'arriver à avoir des priorisations sur des actions à mettre en C'est place. ça. Mais si vous Autre avez ces 4 piliers en pardon. tête, déjà, ça, non, non, Oui, ça ça pose aide quand une même. base Mm. qui peut permettre d'améliorer les choses. Mm. Comment faire face à un collaborateur démotivé ou en burn-out sans impacter le reste de l'équipe? Donc, on imagine que là, le collaborateur impacte déjà le reste de l'équipe, je suppose. Et alors, ce qui est assez juste, puisque en général, il suffit d'une J'imagine, oui, personne, voilà, qui est un peu qui va moins bien. Ouais. qui vacille, on va dire, qui peut impacter les autres. Première chose, c'est évidemment d'aller discuter en un à un, en face à face, en seul à seul avec cette personne-là. Toujours pareil, c'est récupérer de l'information. En fait, on va avoir tendance, ça je dirais, c'est à vouloir tout de suite proposer une solution, être Oui. proactif, ce qui est pas mal, hein, mais le problème, c'est qu'on va pas forcément mettre en place les bonnes choses, les bonnes stratégies, ni avoir la bonne communication. Donc la mécanique, vous allez voir, elle est toujours la même. C'est très contre-intuitif aussi. C'est d'abord chercher à comprendre et ensuite les solutions viendront. Donc c'est vrai que souvent Oui. on me demande, mais c'est quoi la technique, c'est quoi l'outil? Il y a déjà un temps diagnostique, j'ai envie de dire, d'évaluation de qu'est-ce qui se Même pour passe chez avoir le vous. bon outil, en fait, hein, tout simplement. C'est pas que. C'est ça. Oui, c'est-à-dire, si vous êtes chirurgien, vous pouvez avoir tous Il faut les un outils du monde que diagnostic, vous ouais. voulez. S'il n'y a pas une évaluation en amont, on peut se planter. Oui, puis on peut projeter sur l'autre des potentielles raisons, et Ah cetera, bah et oui, on peut complètement. tomber à côté, ce qui est normal. On a aussi un commentaire de Elsie Bardot qui nous dit: «Merci pour vos apports très clairs, explicites et concis à la fois». Merci du retour. Avec plaisir. Des pistes concrètes, exemples, entreprises ou expériences de recherche pour développer la sécurité psychologique au sein des entreprises. Donc, on en a eu un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut essayer de Il y a travailler pour, développer la sécurité psychologique? Alors, on parlait des managers, mais il y a aussi peut-être des choses que l'entreprise, peut proposer, même les RH et cetera. Il y a des choses, j'imagine, mmh. du cadre, du contexte qui peuvent, aider à une sécurité psychologique des Mmh collaborateurs. mh. Ouais, donc ça va quand même beaucoup se jouer dans les actes du quotidien. OK. Si on parle côté manager, c'est vraiment alors le fameux, le classique, l'exemplarité, c'est-à-dire je Mmh. suis en cohérence entre ce que je dis et ce que je Bien fais. sûr. Oui, oui. Heu, L'exemple classique, ce serait: «Non, mais là, vous êtes libre de parler, proposer toutes les idées que vous voulez en réunion» et puis en réunion, pointer du doigt, dire: «Ah mais non, mais ça, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, on l'a déjà fait. Oui, mais là, on l'a déjà testé» et en fait, on Mmh. tue l'idée dans l'œuf. Donc ça ne procure pas, ça ne crée pas de sécurité psychologique. Le seul fait de dire: «Ici, vous pouvez parler librement» ne suffit pas non plus. C'est vraiment, vous le savez, hein, la confiance, c'est quelque chose qui se construit, ça se décrète pas. Donc c'est plein de petites actions au quotidien. Qui viennent C'est prouver, se dire ça. c'est OK. ça, ouais. Parfait, et on a une autre, remarque, question, de Annika qui nous dit: «Je partage à 100 l'importance de la reconnaissance. Permettre à un employé de présenter lui-même son projet devant ses collègues peut vraiment booster sa motivation». Effectivement, c'est pas que le manager qui doit présenter le travail de ses équipes, faut voir, permettre à chacun de présenter Mmh. le fruit de son travail et de ses efforts, ça peut booster, j'imagine, le pilier de la reconnaissance, bien évidemment. Tout à fait. C'est une jolie preuve,
c'est une jolie façon de valoriser la personne. Après, si tant est, là je remettrai ma casquette experte en personnalité, peut-être avec une micro-nuance si la personne est très introvertie et qu'elle n'est pas à Oui. l'aise à présenter devant tout le monde. Mais si c'est sa demande et que si vous lui proposez qu'elle est OK et que ça la challenge et qu'elle a envie de le faire, c'est vrai que c'est plutôt valorisant. On a une question, existe-t-il un profil psychologique idéal pour être un bon leader? Ou peut-on apprendre à le devenir? Ah, j'adore cette question, merci. C'est est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Donc, on le devient. Donc ça, on a souvent cette idée qu'on partage, mais il y a quand même cette idée en fond de oui, il faut être charismatique, etc., pour être un leader suivi, etc. Alors c'est vrai qu'on sait que les extravertis, les personnes plutôt extraverties, donc c'est-à-dire qui ont une facilité à parler devant des groupes, un peu plus d'affirmation de soi, sont plus facilement suivis, prennent plus facilement cette posture de leader. Pour autant, les personnes un peu plus introverties, donc réservées, etc., plus discrètes, sont d'excellents leaders aussi. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Par contre, les ingrédients qu'on peut travailler, on va le dire comme ça, c'est le fait d'être congruent, c'est-à-dire cohérent, on disait tout à l'heure, entre ce que je dis et ce que je fais. Incarner vraiment les valeurs qu'on prône, parce que sinon ça va créer, si vous voulez, chez les collaborateurs, ce qu'on appelle en psychologie, une dissonance cognitive. Donc en fait, un décalage, c'est: «Ah, il n'est pas cohérent, donc j'ai pas confiance en quelqu'un qui n'est pas cohérent». Voilà. Le deuxième, c'est évidemment, donc l'exemplarité, ça rejoint ce que je viens de dire. Et puis il y a aussi un troisième facteur auquel on pense pas, qui est plus dur, je dirais, à mettre en place, c'est la vulnérabilité. Donc là-dessus, c'est la chercheuse Brené Brown qui a fait pas mal d'études là-dessus. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, quand vous allez livrer de temps en temps quelque chose, enfin une erreur, un moment de doute, etc., à votre équipe, alors sans stresser votre équipe non plus, il ne faut pas le dire en étant très très Oui, il y a anxieux. la forme doit être travaillée. Voilà, c'est ça. Mais partager des doutes, partager des questionnements. Tiens, est-ce que j'ai bien fait finalement de prioriser tel projet ou de mettre telle personne ensemble pour bosser sur un travail? Ça va avoir l'effet inverse. Ça va avoir pour effet de vous rendre humain et de vous connecter davantage avec votre équipe. Parce que tout l'enjeu, en fait, de la confiance, c'est ce qu'on appelle une connexion émotionnelle avec votre équipe. Donc ça, c'est un facteur primordial si vous voulez être écouté, suivi, si vous voulez qu'on adhère un petit peu à vos idées. Donc ça, je ne sais pas si là, ça répond, ça répond à la question. Ça donne des pistes entre les idées d'être congruent, exemplaire, et vulnérable. Ça donne quand même, certaines idées de choses à mettre en place. Et on va peut-être finir sur ça, pour comprendre en fait les dynamiques de groupe, quand on arrive et qu'on essaie de se dépatouiller d'où on en est dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des méthodes à mettre en place pour comprendre les dynamiques qui sont exercées dans le groupe dans lequel on arrive? Donc c'est vraiment la psychologie quand même qui va vous donner des billes à ce niveau-là, notamment la psychologie sociale, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors après, moi, j'ai fait une newsletter là-dessus, donc ça peut être un premier Voilà, outil, on va dire. ça peut aider. Tout Voilà, à fait. ça peut vous aider, qui s'appelle La science des autres. Voilà, petit mot autopromo. Et Hop. l'idée, Je c'est mets le vraiment visuel en même temps pour ceux qui veulent. donc c'est comprendre voilà ce qui se joue même dans les conflits. Donc il y a notamment voilà les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, si vous voulez, ce sont des raccourcis mentaux qui peuvent nous amener à avoir des erreurs de jugement. Donc il y a plein de biais comme ça qui entrent en jeu, notamment dans tout ce qui va être conflit, malentendu, quiproquo. Et en fait l'idée c'est dès que vous commencez à les comprendre, pour moi je donne toujours l'image d'un iceberg. Donc il y a la partie émergée, visible, ce que vous voyez, les comportements. Et puis la partie immergée qui est un peu la partie motivation, on appelle ça implicite, c'est-à-dire tout ce qu'on ne comprend pas d'un premier coup d'œil où il faut aller creuser. Donc moi, je vous simplifie ça en vous disant, mais en fait, là, qu'est-ce qui se joue entre ces deux, je sais pas moi, entre ces deux collaborateurs? Typiquement, un classique, c'est oui, c'est pas juste, je travaille plus que lui ou il a un meilleur salaire que moi alors que je suis là depuis plus longtemps, que sais-je. Derrière ça, en fait, il y a ce qu'on appelle un sentiment d'injustice. Et bon, je ne vais pas faire toute l'explication, mais voilà, il y a un mécanisme psychologique sous-jacent. Et quand vous le détectez, du coup, en fait, vous avez le bon diagnostic et donc le bon outil, Oui, ou en tout cas la bonne manière de la faire. réponse va être meilleure si on comprend ce qui joue derrière, j'imagine. Voilà, c'est ça. Sans avoir besoin d'outils préétablis, parce qu'en fait, comme vous comprenez ce qui se joue, du coup, naturellement, en fait, vous allez trouver vos propres manières de Ça faire. s'est adapté. Oui.
C'est Et ça. justement, on a eu alors dernière question, après j'arrête parce que l'heure tourne et tout le monde a faim. Mais justement, on disait quels sont les biais cognitifs les plus courants qui peuvent, Mmh. notamment impacter le management et qu'est-ce qu'on retrouve souvent comme biais cognitifs, dans les équipes? OK. On va prendre le premier qui serait l'effet de halo, le Ouais. biais de halo, qui est en gros, votre cerveau va penser que tout ce qui est beau est bien. Donc je caricature, hein. Quand est-ce que vous allez le rencontrer? Par exemple, en recrutement. En recrutement, quelqu'un qui présente bien, qui arrive bien habillé, et cetera, qui sait bien s'exprimer, on a vu qu'en fait, il est beaucoup plus valorisé. On le considère inconsciemment, hein, comme plus compétent que quelqu'un, qui arrive en étant peut-être, habillé de manière un petit peu, plus décontractée ou qui va avoir des décisions des ça. Donc c'est très inconscient. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Ça peut se jouer aussi dans le management, c'est tiens, je vais donner une promotion à telle personne ou je vais valoriser le projet de telle personne parce qu'il l'a bien présenté et c'est un bon orateur, on va Mmh. dire. Alors que peut-être qu'il aurait fallu challenger l'idée et que celle de l'autre collègue était tout aussi intéressante, mais il a moins la capacité à bien présenter. Donc ça, c'est biais effet de halo. Ensuite, le deuxième, c'est le biais d'attribution causale. C'est un gros mot pour dire, on a tendance, si vous voulez, quand un collaborateur fait une erreur, à blâmer le collaborateur Mmh. plutôt qu'à évaluer les circonstances ou à prendre en considération le contexte. Et ça, c'est très embêtant parce que, La à psychorité force, psychologique. Si j'ai bien suivi, ça n'aide déjà, pas. Ah voilà. déjà, tout à fait. Mais c'est surtout qu'aussi qu'on va pointer du doigt, alors moi j'appelle ça familièrement, on va avoir dans le viseur Mmh. ce collaborateur en se disant: «Oh là là, il a fait une erreur, il n'est pas bon, il n'est pas compétent, il n'est pas…» bref, tous les Ouais, on va adjectifs qu'on très pourrait vite, trouver. dans cette réflexion-là et on catégorise peut-être les C'est gens un peu ça. rapidement. C'est ça. Et la problématique, c'est que, eh bien, en fait, en pensant comme ça, on va pas améliorer les process ou les méthodes. En tout cas, on va pas faire en sorte que cette erreur ne se reproduise pas, puisque dans notre Et oui, tête, c'est dû on à la l'attribue. personne. Voilà. Mmh. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, moi je donne toujours cette petite phrase, imaginez que c'est un problème de process plutôt qu'un problème de personne. Vous irez beaucoup plus loin, vous avancerez beaucoup plus Mmh. vite. Et si c'est un problème de personne, c'est peut-être qu'effectivement, cette personne n'a pas été, mise au bon poste, ou il y a en tout cas, il y a des choses à revoir. Mais c'est vous qui gardez le contrôle et qui avez un pouvoir d'action sur les choses. Donc c'est plus intéressant. Et donc le troisième qui peut aller dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est très connu, qui est cette tendance à avoir en tête, ou à voir ou à retenir les informations qui vont venir valider Conforter. mon Mmh. impression. Donc là, ce serait, ce collaborateur-là a fait une erreur. Et bien, du coup, je ne vais repérer que les choses qu'il fait mal et je ne vais pas tenir compte de ce qu'il fait bien. Voilà, ce Ce qui qui ne est permet embêtant, hein, pas on le d'être dit. très juste, effectivement. Voilà. Très clair, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, le live est en replay directement sur l'événement. Vous pourrez retrouver, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Vous pouvez continuer d'ailleurs, si vous avez des questions, ou des remarques dans les commentaires, on peut les lire, on peut y répondre et on peut vous renvoyer aussi vers des publications qui a déjà été postées par Audrey et qui répondent souvent, à vos interrogations. Merci infiniment, c'était passionnant. J'espère qu'on a pu, donner, des clés aux personnes qui nous ont écoutées ce matin, ce midi. Je vous remercie, chaleureusement Audrey pour le temps, que vous nous avez accordé Avec plaisir. et je Merci à vous vous. dis, peut-être à bientôt. À bientôt aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On revient bientôt pour un prochain live, Eurecia. Merci à vous et bonne fin de matinée, bon appétit à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.